Mamadou Massinon Diallo de faire l'appel. Oui, merci Monsieur le maire. Daniel Philippe. Présent. Alashkov Yvon, absent excusé. Mandat Monsieur Marc Sujol. Madame Kopikatia est certainement en retard, donc elle va arriver. En cas d'absence, ce sera le mandat pour Monsieur Philippe. Elle est au conseil d'école de JVD, elle va nous rejoindre. Renaud Françoise. Carbonel Serge. Présent. Simonet Geneviève. Assayac Sabrina. Simona Jackie. Présent. Trottet Chantal. Edine Jamarc. Nonot Johan. Diallo Mamadou Massinanké, présent. Lepage Anne-Marie. Ouette Thérèse. Bergeau Martine. Slonsky Brigitte. Corne Patricia, absente excusée. Mandat Madame Chantal Trottet. Martin Nicolas. Présent. Chabot Patricia. Konabadi Xavier. Présent. Bruno Mélanie, absente excusée. Mandat Madame Anissa Mezzi. Laudouette Catherine. Va arriver, d'accord. Mehdi Anissa. Jinja Cédric. Ganes Kamel. Guilou Astrid, absente excusée. Mandat Mamadou Massinan Diallo. Deslandes Lionel, absent excusé. Mandat Madame Annie Gartner. Petrella Julie. Denis Bernard, absent. Denis Bernard, absent excusé. Mandat Madame Sandrine Calizi. Schleck Jean-François. Calizir Sandrine. Lebar-Geny. J'ai terminé, Monsieur le maire. Merci. Donc, le quorum est atteint. Nous pouvons valablement délibérer. Vous avez reçu le procès-verbal de la séance du 4 mars dernier. Est-ce que vous auriez des remarques? Pas de remarques. Je mets au voix ce procès-verbal. Qui l'approuve? Merci. Qui s'abstient? Qui vote contre? 3 votes contre. Abstention. Bernard, une abstention. Vous allez trop vite, monsieur le maire. Alors, une abstention et 3 contre. Adopté. Alors, l'ordre du jour appelle l'examen d'un certain nombre de délibérations. Il y en avait 18. Nous allons en retirer 2. Celle sur le contrat de mixité sociale, parce que nous n'avons pas reçu la dernière validation des services de l'État. Et donc, il n'a pas été possible de vous soumettre la convention. On avait espéré, jusque dans les jours précédant l'envoi de l'ordre du jour, pouvoir vous transmettre ensuite cette convention, mais ça n'a pas été possible. Donc, la délibération est retirée. Et j'espère bien pouvoir vous la présenter au mois de juin. Ensuite, il y a une délibération qui devient sans objet. C'est le numéro 14, la convention avec l'éducation nationale pour la mise à disposition à titre gracieux du terrain multisport situé au stade Léo Lagrange. Bon, nous avions effectivement, à la demande des subventionneurs, inscrit cette délibération à l'ordre du jour, dans l'hypothèse où nous aurions déposé une demande de subvention pour ce terrain multisport sur lequel nous travaillons, mais les délais sont trop courts, et donc nous y reviendrons ultérieurement. Alors, j'en viens aux délibérations qui sont inscrites ou qui restent inscrites à l'ordre du jour. On commence par la mise à jour du tableau des emplois. Donc, vous avez dans la délibération les postes dont il s'agit, la création d'un demi-poste supplémentaire pour le service des restaurants communaux, pour l'école Jean Massé particulièrement. Vous avez à la direction générale des services la création du poste de chargé mission politique de la ville. Alors, je crois que je vous avais annoncé lors du dernier conseil municipal que nous avions reçu la notification de l'État pour l'attribution d'une subvention de 40 000 € pour financer ce poste dans le cadre de la politique de la ville. Et vous avez ensuite un changement d'intitulé simplement qui n'emporte pas d'autres conséquences que celle-là à la direction de l'enfance, de la jeunesse et des sports dans le cadre de la convention territoriale globale signée avec la CAF. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération?
Madame Lebar. Merci, monsieur le maire. À vrai dire, ça aurait été bien qu'on voit peut-être le texte sur la convention de subvention avant, qui nous aurait éclairé sur la nature du poste de chargé de mission de la politique de la ville. Donc, on reçoit, selon la convention de subvention de l'article 11, on reçoit une subvention de 40 000 € de la préfecture. Cette subvention, elle est destinée uniquement à payer ce poste de chargé de mission. Est-ce que ce poste de chargé de mission que vous allez recruter est un CDI ? Et qu'est-ce qui se passera l'année prochaine dans la mesure où on ne sait pas si la convention sera renouvelée ou pas? Alors, d'abord, je m'étonne que vous me posiez la question. La collectivité n'a pas la possibilité de signer de CDI. Nous sommes une collectivité territoriale, les CDI ne sont possibles qu'après 6 années de CDD. Donc, voilà. Donc, nous avons effectivement publié une annonce. Donc, soit nous pourrons recruter un fonctionnaire si nous recevons une candidature de fonctionnaire, soit il faudra recruter un contractuel, mais un contractuel, effectivement, nous ne pourrons le recruter que dans le cadre d'un CDD. C'est la loi aujourd'hui. Donc je ne peux pas vous dire, puisque nous n'avons pas encore recruté, je ne peux pas vous dire dans quel type nous nous trouvons, fonctionnaire ou contractuel. Mais en tous les cas, si c'est un contractuel, c'est nécessairement un CDD. Alors après, ça peut être un CDD de 3 mois pour voir, et puis après un CDD d'1 an, et on peut aller jusqu'à des CDD de 3 ans. Mais voilà, il est trop tôt pour que je vous en dise quoi que ce soit. Après, il est bien évident que ce chargé de mission sera uniquement chargé du suivi et de la mise en œuvre des actions de la politique de la ville. J'aime autant vous dire que, étant donné la masse de travail administratif qu'il y a à faire pour répondre aux appels à projets, suivre les conventions avec l'État, et puis après, suivre de manière plus opérationnelle ce que nous allons développer, à mon avis, je pense que la personne sera occupée. C'est pour ça d'ailleurs que l'État nous finance à hauteur de 40 000 €, ce qui ne représente pas la totale. Enfin, on verra sur quel salaire nous pourrons recruter. Là aussi, faute d'avoir choisi un candidat et même d'avoir reçu des réponses, je ne peux pas encore vous le dire. Mais 40 000 €, c'est une somme correcte que l'État nous alloue, et c'est là, comment dire, les mystères de la politique de la ville. Effectivement, en fonction de l'évolution des crédits de l'État d'une année sur l'autre, il n'y a pas de garantie du financement dans le long terme. Mais bon, on ne va pas s'arrêter à ça, on va faire effectivement, et c'est ce que je veux croire, j'ai du mal à imaginer qu'il pourrait en être autrement. Bien évidemment, la géographie prioritaire de la politique de la ville, c'est pour les 5 années qui viennent, ou les 6 années qui viennent. J'espère bien que chaque année, ces subventions seront reconduites. Et d'ailleurs, nous avons eu plutôt une bonne nouvelle, puisque, faute de connaître les enveloppes qui étaient allouées au niveau national, et toutes les villes étaient dans la même situation, personne ne savait, et personne ne sait encore aujourd'hui d'ailleurs, quelles vont être les enveloppes disponibles commune par commune. Je vous rappelle que depuis que la politique de la ville a été transférée aux EPT, les enveloppes sont d'abord distribuées aux EPT, puis réparties entre les communes. Donc il y avait une certaine inquiétude, puisque dans notre EPT, nous passons de 7 villes éligibles à la politique de la ville à 10, et nous ne savions absolument pas si l'enveloppe serait la même que précédemment, ce qui aurait posé une difficulté, si elle évoluerait un peu, ou même, dans le pire des cas de figure, si elle pourrait diminuer. Bon, il semble que, au pire, elle progressera un peu. Ce qui va rendre moins compliqué les discussions entre maires au niveau de l'EPT. Mais à l'heure où je vous parle, je n'ai aucun chiffre à vous donner. Voilà. Alors que depuis le mois de janvier, l'État nous demande de répondre à des appels à projets. Enfin, c'est pour ça que je vous dis que, en tous les cas, le chargé de mission ne va pas se trouver inoccupé, j'en suis absolument persuadé. Et en tous les cas, certainement pas dans les premiers temps, parce qu'il va y avoir énormément de procédures administratives et de travail aussi sur le terrain avec les associations, avec tous les acteurs. Voilà, donc ces 40 000 € nous sont attribués. Je prends le pari que tout cela sera renouvelé chaque année. Maintenant, tout cela est soumis à la joyeuse incertitude des finances de l'État et des sommes que celui-ci voudra bien y consacrer. Est-ce que vous avez d'autres questions, Monsieur Schleck? Oui, merci. Ma question concerne le 3e poste, la direction de l'éducation. Donc, ce n'est pas des tâches supplémentaires qui sont confiées à la personne concernée. Elle fait déjà ce travail, en fait. Écoutez, vous savez, avec la CAF, il faut beaucoup formaliser.
Hein, donc nous formalisons. Voilà, il ne va pas en résulter une masse de travail considérable supplémentaire. Voilà. Mais dans ce domaine-là aussi, de la petite enfance, il y a énormément de travail administratif d'un côté, de travail de coordination de l'autre, pour des actions qui, dans leur grande majorité, existent déjà sur le terrain. Mais, comme dans un certain nombre d'autres domaines, à un moment donné, on formalise parce que la carte nous demande de formaliser. Il n'y a pas d'autres questions. Je mets au voie cette délibération. Qui vote pour? Merci. Qui vote contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. 4 abstentions. Adopté. Ensuite, une délibération que nous devons passer chaque année, les avantages de nature accordés au personnel pour l'année 2024. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Vous avez là essentiellement les logements de fonction qui sont occupés dans le patrimoine communal. La seule différence par rapport à l'année dernière, c'est qu'un logement qui était qui est toujours situé au sein de l'école Fischer, qui à un moment donné, il y a des années déjà, était affecté au directeur général des services, ne l'est plus. Donc nous l'avons retiré de la liste. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Je mets au voie cette délibération. Qui vote pour? Merci. Qui vote contre? Qui s'abstient? Mais c'est purement réglementaire. Je le dis à nos collègues, c'est absolument et purement réglementaire. Hein. Bon, je veux bien qu'on vous pouvez vous abstenir, mais... Allez, la délibération suivante, la numéro 3, la définition des cycles de travail des agents des services communaux. Et je vous parlerai en même temps de la délibération numéro 4, qui elle, est directement relative aux heures pédagogiques accordées aux éducateurs sportifs. Donc, nous avons discuté avec les éducateurs sportifs de la ville pour faire en sorte, pour réorganiser leur temps de travail. Donc, nous avons eu un certain nombre de réunions, enfin les services ont eu des réunions avec nos 3 éducateurs sportifs, ça a été mon cas également pour faire le point sur leurs demandes, et donc vous en trouverez la traduction dans ces délibérations en matière de cycle de travail, aussi bien qu'en termes des heures pédagogiques que nous leur accordons. Alors, je précise tout de suite qu'ils ont toujours bénéficié d'heures pédagogiques. Les heures pédagogiques, ce sont les heures qu'ils utilisent chaque semaine pour préparer les cours qu'ils dispensent dans les écoles élémentaires ou ailleurs. Donc ils ont chaque semaine un temps de réflexion qui leur permet de préparer leur activité de la semaine suivante. Mais il n'y avait pas eu la formalisation nécessaire, donc ces délibérations permettent, la première, de définir leur cycle de travail, comme pour chacun des agents de la ville. Donc, et d'ailleurs, il y a une modification, une précision qui a été apportée dans les délibérations. Il s'agit bien d'un cycle de travail qui s'étend du lundi au vendredi. Ça allait de soi, mais ça va mieux en l'écrivant. Et donc, vous avez leur nouvelle organisation du temps de travail avec leur cycle de travail sur la semaine. Et la deuxième délibération rentre dans le détail des heures pédagogiques. Avec, il n'y a pas le tableau, je pensais qu'il était dans la délibération. Bon, enfin, vous avez le nombre d'heures qui leur est accordé, hein, vous les avez à l'article 1. Ils ont, pendant les périodes scolaires, 3 heures pédagogiques hebdomadaires, qui sont en fait fractionnées par tranche de 45 minutes que nous avons réparties en accord avec eux dans la semaine. Et pendant les périodes de vacances scolaires, ils ont alors 6h15 pédagogiques hebdomadaires en complément de l'encadrement des stages sportifs. Et je précise sur la première délibération que nous avons accédé à l'une de leurs demandes qui était d'avoir un temps de travail basé sur 37h30 par semaine et non sur 35 heures comme c'était le cas précédemment. Mais bien évidemment, ils feront bien les 1607 heures que chaque agent de la fonction publique ou salarié doit effectuer. Est-ce que vous avez des questions, Monsieur Schleck? Oui, merci. Ma question porte sur la délibération 4, sur les heures pédagogiques. Pourquoi 3 heures sur le temps scolaire et 6h15 sur le temps hors temps scolaire? Pourquoi c'est différent 3 heures et 6 heures? Mais parce que nous avons travaillé cela avec eux et c'est le temps qu'ils estiment nécessaire sur chacune des périodes. Voilà.
Donc ça a été l'objet d'une discussion avec eux. Moi, je ne suis pas éducateur sportif. Et d'ailleurs, jusqu'à ce que nous formalisions, ils avaient quelque chose à quelques heures près qui ressemblait à ça, puisque, à la différence près qu'on passe à un rythme de 37h30 par semaine, donc ça fait plus d'heures à la semaine, que sur le rythme à 35 heures. Donc voilà. Donc ça a été l'objet d'une discussion entre eux, leur chef de service, et au bout du compte le maire. Mais moi, à partir du moment où les règles globales sont respectées, leur organisation propre, à partir du moment où ce sont eux qui dispensent les cours, il n'y a pas de raison de remettre en cause cette répartition. En tous les cas, c'est pas moi qui vais le faire. S'il n'y a pas d'autres questions, je mets au voie cette délibération. Qui vote pour, qui vote contre, qui s'abstient, 4 abstentions, accordé. Alors, la délibération suivante est retirée. La délibération numéro 6, la convention de partenariat entre la ville et la caisse d'allocation familiale dans le cadre du permis de louer, c'est Patrick Sarda qui nous en parle. Merci, monsieur le maire. Donc, on en a parlé à la commission de travaux. Donc, c'est une convention qui permet de savoir qui loue des logements. Donc, on m'avait posé la question combien ça nous a permis de faire permis de louer 8% supplémentaires, c'est-à-dire grosso modo sur 300, 24 supplémentaires qui ont été faits grâce à cette convention. Et autre question, nous visitons assez peu, enfin 10% des logements sont visités pour contrôler. Et on reçoit les photos, déjà on vérifie sur les photos et on se déplace généralement, on se déplace cette année 2023 que 10% dans 10% des cas. Et enfin, le permis de louer n'est demandé que pour les immeubles antérieurs à 2005. Et enfin, il y aura prochainement une déclaration de louer pour tous les immeubles, donc ceux de 2005 à 2020. Ça passera, je pense, soit en juin ou en septembre à l'EPT, et ça nous reviendra, c'est pas encore acté. Voilà. Alors, je rappelle que le permis de louer, la mise en œuvre du permis de louer, c'est facultatif. Toutes les villes n'ont pas choisi de le faire. Nous avons choisi de le faire dès le départ, et c'est une affaire importante sur le fond, essayer de maîtriser le plus possible la mise en location d'appartements ou de maisons afin de vérifier le plus possible que ceux-ci sont dans un état qui correspond à la réglementation. La principale difficulté, c'est que la mise en location ou le renouvellement de bail ou le changement de titulaire du bail, eh bien, la ville ne le sait pas. Et c'est bien d'abord sur la déclaration des propriétaires que nous sommes informés. Et force est de nous être constaté, mais c'était attendu, c'est que la montée en charge du dispositif, elle est progressive, puisque un certain nombre de propriétaires ne savaient pas ou faisaient semblant de ne pas savoir que cette obligation existait. Et donc on a vu le dispositif monter en charge progressivement. La convention signée avec la CAF nous permet également d'obtenir un certain nombre de renseignements. Voilà, donc ce dispositif monte en charge toujours. Il est évident qu'il faudrait que la ville y consacre, comme dans beaucoup de domaines, beaucoup d'autres moyens pour, un jour, pouvoir vérifier la totalité des logements qui sont remis en location à partir du moment où nous aurions l'information, ce qui n'est encore pas le cas. Alors aujourd'hui, on était sur la base de 300 logements. Quel serait le volume moyen annuel de logements remis en location? C'est très difficile à dire aujourd'hui, en fait. Faute de pouvoir obtenir ce chiffre par recoupement d'informations. Donc on va laisser le dispositif monter en puissance, et puis nous verrons au fil du temps comment essayer de nous y adapter au mieux. Voilà. Alors, il y a d'autres moyens qui nous permettent aussi d'avoir de l'information, et surtout dans le cas de logements qui sont anciens et en mauvais état, c'est quand les locataires nous saisissent. À partir du moment où un locataire nous saisit sur un appartement, eh bien, pour la suite, j'allais dire,
Alors non seulement on regarde s'il y a lieu d'engager une procédure, mais ça nous permet aussi de repérer l'appartement ou la copropriété et d'avoir une idée de la situation globale des appartements en son sein. Ce qui est aussi une difficulté, puisque je rappelle que les services de la ville n'ont absolument pas le droit d'entrer chez un particulier sans y avoir été invités. Et il est bien évident que les propriétaires qui savent que leur bien n'est pas en bon état ne se précipitent pas en mairie pour nous inviter à visiter. Voilà, donc ces dispositions adoptées par le Parlement il y a quelques années sont très utiles. Voilà pourquoi nous avons choisi de les mettre en œuvre. Maintenant, nous sommes encore dans une phase de montée en charge de ces dispositifs. Alors après, s'il fallait effectivement vérifier tous les logements, aujourd'hui on s'était focalisé, ça tombe sous le sens, sur les logements les plus anciens, des logements qui ont été construits dans les 20 dernières années. On peut penser quand même, mais il y a toujours des exceptions possibles, on peut penser que ces logements sont plutôt encore dans un bon état. S'il fallait vérifier plus de logements que cela, effectivement, ça poserait certainement un certain nombre de difficultés dont on discutera avec le PT. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Je mets au voie la délibération. Qui vote pour? Merci. Adopté. Ensuite, la convention relative au transfert de maîtrise d'ouvrage et de cofinancement pour le passage en LED des dispositifs d'éclairage public implantés sur les voies départementales. Marc Sujol. Oui, comme nous l'avions vu en 2022 et nous l'avions vu en 2022 et en 2023, on a changé tout ce qui concerne la ville en LED. Sur l'année 2024, nous avons fait une convention avec le département pour changer l'intégralité des rues et des routes départementales, excepté la Nationale 3, pour d'autres raisons, puisqu'il y aura le TZ qui arrivera, et pour changer tout l'éclairage public en LED. C'est pour ça que nous obtenons une subvention du département. Et normalement, les travaux devraient être finis fin juin, début juillet. Voilà. Ce qui pourrait nous amener une certaine économie aussi, puisque les lampes à sodium consomment énormément. Voilà. Des questions? Pas de questions. Je mets au voie la délibération. Qui vote pour? Adopté à l'unanimité. La délibération numéro 8, le concours de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de locaux et la création d'un centre de loisirs de 120 places, avenue Jean Jaurès. Donc, nous y voilà. Nous avons pris la décision, après avoir figé le projet en fin 2022 et dans l'attente de voir ce qui se passerait en 2023, donc nous avons pris la décision de relancer la construction de ce centre de loisirs. Je rappelle que nous avions lancé un concours qui a permis de choisir une équipe d'architectes qui a rendu un projet qui a été sélectionné et que cette équipe d'architectes est allée jusqu'à l'avant-projet détaillé qui a été rendu, que l'équipe d'architectes a été payée pour cette mission. C'est bien sur la base de ce travail que nous allons repartir pour sélectionner, selon les termes du Code des marchés publics, une autre équipe d'architectes. Alors quand je dis une autre, je ne présume absolument pas du fait de savoir laquelle sera retenue, mais nous allons donc sélectionner par voie d'appel d'offres et par voie de concours. Alors le terme peut vous paraître un peu surprenant, puisqu'il ne s'agit pas d'un concours pour demander à de nouvelles équipes de sortir un projet. Elles vont travailler sur le projet dont nous avons acquis la propriété intellectuelle, mais le Code des marchés publics ne prévoit pas d'autre appellation que celle-ci. Donc nous étions sur un concours, on poursuit avec la dénomination concours, mais il est bien clair que ceux qui seront retenus, donc l'équipe d'architectes et les bureaux d'études, travailleront sur la base de l'avant-projet détaillé que nous avons fait réaliser et dont nous avons la propriété intellectuelle. Bon, le seul inconvénient de cette appellation concours, c'est qu'en termes de délai de consultation et de choix de ceux qui sont retenus, nous y perdons quelques semaines par rapport à une autre procédure. Mais cela n'emportera pas d'autres conséquences. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Schleck, Madame Le. Merci. Oui, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi le marché a été résilié le 6 avril 2023? Vous le savez parfaitement. On vous a... Allez, on recommence alors. On recommence. Fin 2022, on a suspendu le projet. Au mois de mars 2023, et pendant
tout le premier 2023, lorsqu'il a fallu préparer le budget et lorsque nous avons vu les conséquences budgétaires de la flambée, l'explosion des prix, notamment des matières premières, on avait complètement suspendu le projet et je l'avais dit ici qu'on était parti pour ne pas le réaliser. C'est tout. Alors, la situation est un peu différente maintenant, tant mieux, c'est ce qui nous a conduit à faire le choix finalement de relancer cette opération. Mais c'est bien par prudence budgétaire que nous avions... On ne pouvait pas rester avec un contrat suspendu comme ça, entre guillemets, les pattes en l'air, alors que nous considérions que nous n'avions plus la capacité budgétaire et d'être dans l'incapacité en face de dire à l'équipe d'architectes ce qu'il en serait. Donc oui, nous avons fait le choix et nous avons effectivement mis un terme à ce contrat. Aujourd'hui, 1 an plus tard, la situation est un peu moins mauvaise ou un peu meilleure, c'est comme vous voudrez. Nous pensons que nous avons la capacité de mener le projet au bout, donc on le reprend au point où on l'avait laissé. Voilà, donc on est reparti. Donc on peut considérer que... Enfin après, c'est un choix politique. Nous n'engageons les dépenses, et notamment en matière d'investissement, qu'à partir du moment où nous pensons que nous pouvons les financer sans mettre en péril les finances de la ville. L'an dernier, je vous le rappelle, au moment du vote du budget primitif, on était dans une situation absolument dramatique. Cette année, les factures de gaz vont baisser de 20%, on a appris ça à la fin de l'année 2023, les factures d'électricité, leur hausse a été stoppée. Donc si vous voulez, la situation, étant donné les sommes en cause, la situation a fondamentalement changé. Mais ça, il y a 1 an, personne ne pouvait le deviner. Donc il y a 1 an, nous avons pris, et je maintiens que c'était la bonne décision, le choix d'arrêter ce projet. Si la situation ne s'était pas améliorée, nous l'aurions arrêté peut-être pour de plus longues années. Voilà, c'est tout. Nous faisons quand nous avons les moyens de faire. C'est, à mon avis, la seule manière de ne pas conduire cette collectivité dans le mur en matière budgétaire et notamment en matière de dette. Madame Lebar. Merci, monsieur le maire. Moi, ma question porte sur la qualité architecturale du bâtiment qui va donc se construire. Vous mettez dans le programme, à la fin de l'article 2, que la maîtrise d'ouvrage souhaite un bâtiment de type industrialisé ou préfabriqué. Ok, bon, quand j'ai lu ça, j'étais un peu déçue. Mais je vois qu'après, dans les objectifs, vous mettez « réaliser une opération de qualité avec maîtrise des coûts ». Et vous écrivez, enfin les services, la prise en compte des coûts d'investissement et de fonctionnement avec un équilibre entre une recherche de qualité, matériaux et équipements de qualité et performance énergétique, etc., devra être trouvée. Donc je me demande si c'est la peine qu'on mette en introduction que la maîtrise d'ouvrage souhaite un bâtiment préfabriqué. Laissons à l'architecte que vous aurez choisi la possibilité de faire preuve de créativité avec des matériaux peut-être adaptés et qui ne seront peut-être pas du type préfabriqué. Vous savez, moi j'ai toujours préféré que dès le départ on dise aux gens la réalité, c'est-à-dire ce que nous pensons être capables de financer. En 30 ans, j'ai eu l'occasion d'en voir passer des équipes d'architectes avec leur qualité et leurs défauts. Ils ne sont pas naturellement conduits à penser économie dès le départ. J'ai envie de dire, on ne va pas leur reprocher. Après tout, je peux comprendre que l'équipe d'architectes ait envie de gestes architecturaux. J'ai cette phrase en mémoire parce que, je ne peux pas revenir 30 ans en arrière, mais lorsqu'en 1995, j'ai reçu l'équipe d'architectes qui avait obtenu le marché de transformation de l'espace des arts, où vous vous en souvenez peut-être, il était question de tout casser, de tout refaire, en y incluant le conservatoire, une salle de cinéma, une salle de spectacle de taille réduite. Ce projet était parti, je vous dis les chiffres de mémoire, mais les ordres de grandeur sont là. Je pense qu'à l'époque, il était parti à 20 millions de francs, et puis au bout d'un premier appel d'offres à 26 millions de francs, l'équipe en place avait jugé que c'était trop cher, et ils ont lancé un marché, et puis quand nous on est arrivés, je crois qu'on était à 41 millions de francs. Donc j'ai reçu l'équipe d'architectes, que j'ai trouvé des gens certainement très compétents, très sympathiques, et il y avait notamment un escalier monumental qui permettait d'accéder aux salles et qui partait en bas. Et 2 millions de francs, ça je m'en souviens bien à l'époque, il y a 30 ans, 2 millions de francs l'escalier. Et j'essayais d'expliquer à l'architecte de ma situation était la ville, il fallait trouver des économies
conséquente, ou sinon on ne pourrait pas réaliser. Et l'architecte m'a dit, mais monsieur le maire, c'est un geste architectural, l'escalier. Il n'a rien voulu, et il n'a pas voulu en démordre. Bon, conclusion de tout ça, on a tout arrêté parce qu'on était incapable de financer. Alors, à une échelle complètement différente, il est bien évident que moi je préfère dès le départ, et dans le cahier des charges, bien faire sentir aux équipes que nous allons sélectionner, parce qu'on va en sélectionner 3 qui vont travailler, je préfère leur faire comprendre bien au départ que d'abord il faut travailler sur la base du projet, de l'avant-projet détaillé, ça c'est une condition sine qua non, et après effectivement ils peuvent apporter, techniquement faire des choix en matière de matériaux, etc. Mais nous avons une estimation qui a plutôt été faite dans l'optique de ce qui est reproduit là. Je ne voudrais pas que les nouvelles équipes se disent on peut y aller et qu'on se retrouve avec un appel d'offres fructueux parce que tout d'un coup certains se seraient dit bon après tout le prix n'est peut-être pas un problème. Voilà, donc moi je préfère que ça, de toute façon ça n'emporte pas de conséquences absolues, mais il est clair que dès le départ, et je pense que lorsque nous réunirons, je ne sais plus si la procédure le permet, les 3 équipes, avant même qu'elles se lancent dans le boulot, on leur redira bien que, voilà, on veut un centre. En tous les cas, le projet qui a été retenu, et la PD convient absolument à la ville, en termes d'architecture, maintenant, effectivement, c'est sa traduction technique que ces équipes devront mettre en œuvre. Et je préfère dès le départ leur dire que, bon, ça n'est pas open bar, même si on a fait le choix de relancer ce projet, pour autant, bon, voilà, il faut qu'ils nous aident aussi à trouver le meilleur compromis entre leurs souhaits, etc., et les possibilités de la ville. Je vous en prie. Merci. Vous l'avez écrit que c'était pas open bar. Pas de cette façon-là, mais vous l'avez écrit. Écoutez, ils le comprendront d'autant mieux à partir du moment où... Mais encore une fois, vous savez, vous avez raison de dire que toute équipe d'architectes, même lorsqu'elle est dans un cadre contraint, et d'ailleurs c'est certainement ce qu'on attend d'elle, elle peut faire preuve de créativité, et pour le coup, la créativité n'emporte pas forcément des conséquences, j'allais dire, importantes en matière de coûts. Donc, voilà, nous verrons bien, mais en tous les cas, je préfère qu'on leur dise dès le départ que, voilà, le cadre budgétaire est contraint. Et d'ailleurs, ce qui me fait penser que nous devrions avoir beaucoup de réponses, c'est que l'ambiance n'est pas bonne. Enfin, ne parlons pas de l'immobilier en général, mais comme les architectes, alors certains sont plus spécialisés en logement, d'autres en équipement public, mais certains font des deux. Comme en matière de logement, c'est la crise absolue, et qu'en matière d'équipement public, beaucoup de collectivités locales ont levé le pied justement parce que nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Je pense que nous aurons de la concurrence. Et voilà, maintenant, on lance la procédure ce soir, et puis on les rencontrera. Nous verrons bien. Ça fait partie de la glorieuse incertitude de tous ces concours et de ces appels d'offres. Bon, le principal étant que nous relançons la procédure. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je n'en vois pas. Je mets au voie cette délibération. Qui vote pour? Qui s'abstient? Adopté. La délibération numéro 9, c'est Chantal Trottet qui va nous en parler. C'est la révision de la redevance versée par le délégataire pour les marchés d'approvisionnement de la commune des Pavillons sous bois au titre de l'exercice 2024. Tout ça résultant d'une incompréhension et aussi d'une mauvaise interprétation par les services de la ville de ce qu'il aurait fallu faire. Chantal Trottet. Merci, monsieur le maire. Le conseil municipal, au cours de sa séance du 18 décembre 2023, a approuvé le choix de la société EGS pour exploiter les marchés d'approvisionnement de la ville, moyennant une redevance d'exploitation d'un montant de 254 500 € hors taxe, soit 305 400 € TTC. Lors de cette même séance du 18 décembre 2023, le conseil municipal a décidé d'appliquer une augmentation de 3,9% des droits de place et de la taxe d'animation pour les marchés forains d'approvisionnement des pavillons sous bois. La redevance d'exploitation versée par le délégataire était également augmentée de 3,9%. Or,
Dans son offre déposée le 21 2023, la société EGS, actuelle délégataire, précisait tenir compte d'une réactualisation des droits de place à hauteur de 3% pour fixer le montant des redevances d'exploitation à hauteur de 254 500 € hors taxe. Il est proposé au conseil municipal de modifier l'augmentation de la redevance d'exploitation fixée à 3,9% le 18 décembre 2023, au terme de sa délibération numéro 2023-00177, pour la fixer à 0,90% afin de tenir compte de la réactualisation des droits de place estimés par le délégataire dans son offre. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Je mets au voie cette délibération. Qui vote pour? Qui s'abstient? Adopté. La délibération numéro 10, la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des études d'opportunité de déploiement d'un réseau de chaleur et de la mutualisation des réseaux de chaleur des villes, des pavillons sous bois et de Bondy. Voilà, alors mes chers collègues, ça n'est pas une découverte puisque nous en avons déjà parlé un certain nombre de fois. Nous nous sommes rapprochés de la ville de Bondy en vue de déployer un réseau de chaleur sur la ville des pavillons sous bois, aussi bien que sur la ville de Bondy, en tous les cas sur une partie de la ville de Bondy, à partir du moment où nous aurons pu installer une centrale de production de chaleur à base de géothermie, ce que nous avons l'ambition de faire sur le seul terrain disponible aujourd'hui, c'est-à-dire le terrain qui accueillait jusqu'il y a quelques mois encore l'entreprise Chaussou. Voilà, donc ce terrain est libéré, je vous avais dit, et je vous le redis, que nous avons entamé les discussions avec son propriétaire, que j'ai encore eu au téléphone cet après-midi, qui est quelqu'un avec qui les choses prennent du temps, parce qu'il a des ambitions en termes de prix que nous n'atteindrons pas, je lui l'ai redit cet après-midi, mais cela ne va pas nous empêcher d'avancer avec la ville de Bondy sur ce sujet. Donc voilà la première étape avec la signature de cette convention. En parallèle de ça, nous poursuivons les négociations avec le propriétaire. Nous avons également saisi les avocats de la ville pour voir dans quelles conditions une déclaration d'utilité publique pourrait être engagée. Et donc, je vous tiendrai informé dans les semaines qui viennent. J'espère avant l'été, mais je n'en ai aucune certitude. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'avancer en termes de partenariat avec la ville de Bondy pour la mise en œuvre de ce projet qui est un projet très important, je le redis. C'est la seule manière. D'abord, c'est très important pour la planète, parce que sortir du gaz, c'est ce que, le plus possible, c'est ce que nous devons tous essayer de faire, sortir des énergies fossiles. Ça, c'est un premier point. En plus, nous avons des objectifs à atteindre d'ici 2030 en matière de réduction de consommation, et particulièrement des consommations d'énergie fossile, et c'est par la géothermie que nous pouvons atteindre cet objectif. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls, je le redis, parce que la géothermie a repris un coup de, je ne vais pas dire un coup de chaud, mais en tous les cas, ou un coup de jeune, comme dit Patrick Sarda. C'est vrai que la technologie est au point depuis un certain nombre d'années, mais tout d'un coup, toutes les collectivités locales, ou presque, en tous les cas celles qui en ont la possibilité en matière d'emprise foncière, sont reparties sur ces sujets, et ça n'est pas un hasard. Et d'ailleurs, parce que certains m'en ont informé par message WhatsApp, il semblerait que tout cela est même fait, je ne parle pas de pavillon sous bois, je parle de la géothermie, que tout ça est refait la une d'un journal de 20 h de France 2, qui pointait effectivement le fait que énormément de communes se relançaient sur ce sujet de la géothermie pour les mêmes raisons que nous. Voilà, donc ce soir, vous n'avez entre guillemets que la première convention qui va permettre à nos deux communes, Bondy et les Pavillons, de partager les études, ce qui ne nous empêche pas, d'un autre côté, de continuer à travailler sur la meilleure manière d'acquérir au plus vite, mais à un prix qui ne peut pas non plus être n'importe lequel, le terrain qui nous permettra de développer ce projet. Est-ce que vous avez des questions, Madame Lebar? Merci, monsieur le maire. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus là, sur la nature de l'étude de redéploiement? C'est une étude d'opportunité technique, financière C'est le pendant de ce que nous avions fait, ou ce que Livry-Gargan avait fait. Vous savez qu'il y a
plus d'1 an maintenant. À l'époque, nous étions engagés dans des discussions avec la ville de Livry-Gargan, qui elle-même est engagée dans un projet avec la ville de Clichy-sous-Bois. Et nous avions à l'époque essayé de voir si nous pouvions nous raccrocher à ce projet. Et la ville de Livry-Gargan avait alors mené des études, notamment pour voir quel serait le besoin au pavillon sous-bois, à partir du moment où on considérait que le réseau de chaleur devait fournir de la chaleur à tous les équipements publics de la ville, mais aussi aux plus grosses collectivités, copropriétés, puisque c'est ça l'objectif. Il est bien évident que ce sont des projets qui sont importants en termes de financement, qui sont très largement subventionnés aujourd'hui, mais il faut qu'il y ait en face un besoin de consommation qui soit, je ne vais pas dire certain, parce que si les collectivités locales peuvent dès le départ dire à coup sûr, oui, nous allons nous connecter au réseau de chaleur, après, pour les copropriétés, ça dépend des assemblées générales, des copropriétaires, etc., du prix du mégawattheure tel qu'il sortira après les travaux, et puis des travaux d'adaptation des chaudières de ces copropriétés. Donc, Livry-Gargan avait fait une étude, mais j'allais dire légère entre guillemets, qui avait vite démontré que la puissance de la centrale qui allait être construite pour Livry et Clichy ne permettait pas de satisfaire les besoins des pavillons sous. Donc là, nous sommes repartis avec Bondy. Bondy a déjà une centrale, mais qui ne fonctionne pas à base de géothermie à Bondy-Nord. Elle devait à l'époque fonctionner à la géothermie, et puis les petites bactéries dans les années 80 mangeaient les tuyaux de la géothermie, donc ils ont transformé cette centrale qui fonctionne à la biomasse aujourd'hui, mais qui ne couvre que la partie de Bondy-Nord et les logements qui sont là-haut. Et en fait, Bondy a le même problème que nous pour le restant de la ville. Donc il s'agit maintenant effectivement de mener une étude globale sur Pavillon et Bondy pour pouvoir calibrer le projet et voir effectivement quels sont les besoins. Donc c'est l'objet de l'étude. Monsieur Schweck. Oui, merci. Et dans combien de temps sera disponible cette étude? Vous avez un calendrier, s'il vous plaît? Écoutez, au retour de l'été, elle le sera. Enfin, j'espère qu'elle le sera. Hein. Nous souhaitons aller le plus vite possible. En tous les cas, cette étude, c'est le préalable nécessaire. Donc j'espère qu'on est au début de mai, enfin à la mi-mai bientôt. Écoutez, j'espère bien qu'au plus tard, au mois de septembre, nous en aurons les résultats. Mais ça ne nous empêche pas d'avancer en parallèle, parce que je n'ai pas de doute sur le fait que le tout, c'est de calibrer le projet. Et c'est surtout d'ailleurs du côté peut-être de la ville de Bondy que les questions vont plus se poser, parce qu'elle est beaucoup plus étendue et beaucoup plus grande que nous. Il est bien évident que je doute que sur Bondy, il soit possible de couvrir la totalité de la ville qui n'est pas desservie par la centrale de production de chaleur sur Bondy-Nord. Peut-être que c'est possible, aujourd'hui comme ça, intuitivement, j'en suis pas certain. Mais donc c'est bien cette étude qui va permettre de calibrer le projet. Donc j'espère que nous l'aurons en septembre. Mais tout ça ne nous a pas empêché d'ores et déjà de nous rapprocher, je vous l'avais dit, je crois, de la région Île-de-France qui dispose d'une SAS pour investir dans les énergies renouvelables, comme nous discutons avec la Caisse des dépôts, comme nous allons voir prochainement le CIPEREC qui mène aussi, je crois que c'est sur Pantin et Bagnolet, j'espère ne pas vous dire de bêtises, mais qui développe des projets de géothermie. Donc en parallèle de cela, nous avançons sur la recherche de partenaires pour développer notre propre projet. Voilà. Donc on va essayer, on ne va pas faire les choses de manière séquentielle, parce que si on attend de s'être mis d'accord sur le terrain pour lancer quoi que ce soit d'autre, on perdrait énormément de temps. Donc on essaie de mener les choses en parallèle. Bon, mais il est clair que le rendu de l'étude permettra de calibrer le projet, ce qui est un préalable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas. Donc je vais ouvrir cette délibération. Qui l'approuve? Merci. Adopté. La délibération suivante. La convention de subvention avec l'État concernant la maîtrise d'œuvres urbaines et sociales dans le cadre de la géographie prioritaire de la politique de la ville. Eh bien, on en revient au point numéro 1 avec la création du poste de chargé de mission. C'est la délibération en question. Est-ce que vous avez d'autres questions, Madame Lebas? Merci, Monsieur le maire. Une question et une observation. Une question sur l'article 6, le délai de réalisation, où il est indiqué que le programme d'action doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2024.
Ça vous paraît réaliste? Il va bien falloir, puisque c'est l'État qui nous fixe. Voilà, depuis le début, l'État nous a fixé un calendrier très compliqué, puisque dès le mois de janvier, on était censé répondre à des appels à projets. Ce qui est quand même, disons-le, je ne sais pas quel terme utiliser pour ne pas sembler désagréable vis-à-vis de l'État, mais on nous a informé dans la première semaine de janvier que nous étions éligibles à la politique de la ville, et on nous demandait, c'est pour le 18 janvier, je crois, pour le 18 janvier, on nous demandait d'avoir répondu à les appels à projets. Alors bien évidemment que ça soit l'Ivry-Gargan, Neuilly-Plaisance et Pavillon, et c'est ce que nous avait demandé l'État, la première chose qu'on a demandé, c'est le financement du poste de chargé de mission, qui ensuite va travailler sur le développement de ces projets en partenariat avec les associations, les services de la ville, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant le 30 juin, c'est l'EPT, puisqu'en fait, la compétence est une compétence qui est remontée à l'EPT. Et donc, l'EPT est en train de discuter avec les services de l'État, les choses sont bien avancées, pour la signature d'une convention cadre sur la politique de la ville, convention qu'on viendra enrichir avec le détail des projets que nous mettrons en œuvre lorsque nous aurons eu le temps d'y travailler suffisamment. Donc, le temps est court, mais nous ne fixons pas le calendrier, nous répondons à la demande de l'État. Voilà. Bon, mais la politique de la ville, enfin, ça sera un peu le même sujet sur le projet éducatif de développement territorial, le PEDT. On lance la mécanique, et après on pourra chaque année enrichir nos actions. Si vous voulez, c'est pas le dernier canot de sauvetage du Titanic, quoi. On pourra par la suite, chaque année, présenter de nouveaux projets en fonction, alors d'abord des crédits disponibles, ne rêvons pas, et puis après en fonction des possibilités que nous discuterons avec les différents acteurs sur la commune. Et l'observation qui va certainement vous réjouir, mais les services certainement l'ont déjà vu, il y a une faute d'orthographe quand même à l'article 2. Ah. On parle du caractère laïque de la République. Ce serait bien d'écrire laïque, pas au féminin, mais au masculin. Mais où est-ce que l'article 2 Ah, l'article 2 de la Convention, pardon, je cherchais dans la délibération. Alors, si c'est un modèle type de l'État, c'est un modèle type de l'État, Madame Lebar. C'est embêtant. C'est embêtant. Attendez, c'est sûr qu'on n'y a pas. Alors, c'est un modèle type, je suis désolé. On fera remonter votre remarque évidemment justifiée. Oui. Bon. Alors, à ce détail près, entre guillemets, est-ce que qui est favorable à l'adoption de cette délibération? Merci, elle est adoptée. La délibération numéro 12, eh bien voici une nouvelle convention avec un autre bailleur social, il s'agit de RATP Habitat, donc je vous rappelle que la loi a maintenant prévu que la gestion par les bailleurs sociaux et la remise à disposition des logements qui se libèrent auprès de leurs réservataires à l'origine, qui était fixé dans un cadre qui a fonctionné pendant des années et des années, tout cela a été remis en cause puisque maintenant les logements qui nous sont remis à disposition ne seront plus ceux qui nous avaient été attribués à l'origine, mais on nous propose une quote-part des logements qui reviennent sur le marché en fonction d'un pourcentage calculé sur la base d'un taux de rotation hypothétique chaque année. Bon, ce que je vous dis là est valable pour tous les bailleurs sociaux et nous avons besoin de délibérer. Alors là aussi, on est dans le cadre de conventions qui sont des conventions de type. Bon, chaque bailleur social y ajoute sa petite patte, mais la trame a été construite entre les bailleurs sociaux et les services de l'État. Voilà. La seule précision qui est apportée dans chacune de ces conventions, c'est que la ville peut indiquer ses préférences en matière de typologie de logement, et auprès de chacun des bailleurs, on leur a fait savoir qu'on souhaiterait plutôt nous voir remis à disposition des grands logements que des petits, puisque c'est là que la demande est la plus difficile à satisfaire, puisqu'en fait,
très peu de grands logements qui reviennent sur le marché de la location, même chez les bailleurs sociaux, puisque ceux qui disposent d'un grand appartement, même quand les gamins sont partis, peuvent tout à fait les conserver ad vitam aeternam, ce qui est une vraie difficulté pour loger les familles qui ont besoin de place. Bon, alors, on en parle dans le cadre de la loi qui sera discutée prochainement au Parlement, mais pour l'instant, nous vivons sur les règles actuelles. Vous avez des questions? Pas de questions. Je mets au voie cette délibération. Qui vote pour? Je vous remercie. Adopté. La numéro 13, la convention avec Tabarly pour la mise à disposition des installations sportives du stade Léo-Lagrange à Titre-Gracieux. Johan Nolotte va nous en parler. Merci, monsieur le maire. Cette convention a pour objet la mise à disposition à titre gracieux des installations sportives du stade Léo-Lagrange pour la pratique de l'EPS. Cette mise à disposition est définie conformément au planning déterminé annuellement par les services municipaux en juin. Il convient aussi de préciser que le terrain de basket qui jouxte le collège Tabarly sera mis à disposition pendant les temps de récréation des élèves selon les créneaux, pendant les temps de récréation, à la demande effectivement de Tabarly, puisqu'ils ont besoin un petit peu de place pour y mettre les élèves. Ils en manquent un tout petit peu chez eux. Alors quand on dit sera mis à disposition, en fait c'est le cas depuis septembre dernier. Donc c'est une convention qui vient régulariser une situation que nous avions vue avec Madame la principale d'Éric Tabarly. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Qui vote pour? Adopté. Donc la délibération numéro 14 est retirée. Alors ensuite nous avons deux délibérations. La 15 que nous aurions dû examiner avant de voter la subvention à la mission locale, ce que nous avons fait lors de la séance de vote du budget primitif, mais du coup nous repassons la délibération d'attribution d'une subvention à la mission locale en numéro 16, puisque la délibération précédente, je ne vais pas dire qu'elle était entachée d'illégalité, mais il faut avoir approuvé la convention d'objectifs et de moyens. C'est Mamadou Massinanké Diallo qui nous en parle. Merci, monsieur le maire. Effectivement, ces conventions d'objectifs et de moyens avec l'association Mission Locale de Gagny-Villemont, les pavillons sous bois, avec étant arrivé à échéance, il est proposé au conseil municipal d'adopter une nouvelle convention. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette convention? Bon, quelques nouvelles de la mission locale qui fonctionne bien. Et d'ailleurs, c'est ce que reconnaissent les services de l'État, les objectifs qui nous sont fixés, parce que là aussi, tous ceux qui nous financent nous fixent des objectifs, que ce soit l'État, que ce soit la région Île-de-France, que ce soit le département. Donc nous sommes priés de bien vouloir nous inscrire dans tous les dispositifs qui existent, et il en existe de nombreux, et nous devons chaque année rendre des comptes sur la prise en charge des jeunes qui sont effectivement sortis du système scolaire, qui ont moins de 25 ans et qui n'ont pas d'emploi. Donc cette mission locale fonctionne bien. D'un point de vue budgétaire, les choses sont tendues comme pour tout le monde, mais ceci étant dit, vous aurez remarqué que depuis un certain nombre d'années, la subvention qui est demandée à la ville des pavillons sous bois a été fixée à 40 000 € et que ça n'évolue pas, alors que nous étions il y a certaines années à 70 000 €, mais la mission locale dispose de réserves assez conséquentes, ce qui lui permet chaque année d'ajuster ses demandes budgétaires pour à la fois couvrir ses dépenses en vue d'atteindre les objectifs fixés et de l'autre côté garder une trésorerie suffisante, en tous les cas un fonds de roulement suffisant. Voilà. Alors, je vais vous préciser que je ne voterai pas plus que je suis en train de trotter, ni que Mamadou Massinanké Diallo, puisque nous sommes membres du conseil d'administration de la mission locale, donc nous ne voterons pas sur la 15 ni sur la 16. Donc qui vote pour la 15, pardon? Merci. Alors pour la 16, écoutez, on revient sur c'est la même subvention que précédemment. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Donc les mêmes ne votent pas. Qui vote pour? Merci. À l'unanimité. Et nous avons enfin la délibération numéro 17, c'est l'attribution d'une participation financière au groupe scolaire de l'Alliance des pavillons sous bois pour l'année 2024.
Donc je vous rappelle que chaque année, nous attendons de connaître le nombre d'enfants scolarisés dans cette école qui habitent les pavillons sous bois, puisque je vous rappelle que la loi nous impose de voter une subvention pour une école privée sous contrat sur la base de la liste des enfants habitant la commune. Donc vous avez la liste qui est bien sûr confidentielle. En tous les cas, moi je l'ai dans le dossier, mais en tous les cas, vous avez un montant de subvention qui est calculé en fonction du nombre de gamins qui habitent la commune. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, je mets au voix. Qui vote pour adopter la délibération numéro... Ah oui, alors la 17, pardon, je ne vote pas plus que Sabrina Sialac, puisque nous sommes au conseil d'administration de l'école pour... Oui, ok. Ensuite, la dernière délibération, la révision des périmètres scolaires pour la rentrée 2024. Katia Coppi nous en parle. Merci, monsieur le maire. Eh bien, écoutez, compte tenu de la prévision des effectifs que nous attendons pour la rentrée 2024, et notamment du côté de l'école Fischer et Brossolette, il a été décidé donc de répartir les effectifs d'une autre façon, et notamment les habitations qui sont du 125 au 223 rue Jean Jaurès, ainsi que ceux qui sont du 63 au 73 boulevard Pasteur, du 1 au 7 et du 2 au 10 avenue du Président Wilson. Les enfants, au lieu d'aller à l'école Fischer-Brossolette, iront à l'école Robillard-Monceau, et vous avez en annexe le plan de répartition que je vous ai mis. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Bon, c'est un exercice que nous faisons d'adaptation de la carte scolaire que nous faisons chaque année. Je vous rappelle que nous avions fermé une classe à Robillard l'an dernier, enfin nous avions, l'Éducation nationale avait fermé une classe à Robillard l'an dernier, que potentiellement sur la base des effectifs de l'ancienne carte scolaire, il n'était pas exclu qu'ils en ferment une deuxième, ou alors, et c'est probablement ce qui va se passer, qu'ils ouvrent un CE2 sur l'école Robillard. Nous sommes encore dans l'attente des décisions de l'Éducation nationale, puisque je vous le redis, ils vont chercher partout où ça sera possible à baisser le nombre moyen de gamins par classe, ce qui fait que lorsque nous avions des classes de livres, elles pourraient tout d'un coup se trouver occupées, alors même qu'il n'y aurait pas globalement plus d'enfants. Donc ça, c'est une première contrainte. Donc on essaye de faire en sorte que sur chacune de nos écoles, groupes scolaires, on ait un équilibrage le plus pratique possible, j'allais dire, pour l'équipe éducative. Voilà, donc on est dans cette phase-là. Donc à Robillard, je pense que de toutes les manières, nous n'aurons pas de fermeture en septembre s'il y a l'ouverture du CE2, mais, et nous avons une salle de libre, je le rappelle, et avec la légère modification de la carte scolaire, on peut penser qu'il y a une dizaine de gamins qui passeraient de Fischer-Brosseau sur Robillard. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je mets au vote cette délibération. Qui vote pour? Qui s'abstient? 3 abstentions. Adopté. Je suis arrivé au bout de l'ordre du jour et j'ai 2 questions écrites alors que je m'empresse de lire en entier, puisque c'est ce que me demande la première question de Bernard Denis, qui signe le mail qu'il m'a adressé. Donc il me demande pourquoi les questions diverses ne sont-elles pas lues intégralement et pourquoi ne sont-elles pas lues par les conseillers municipaux qui vous les ont adressées. Bon, elles ne sont pas lues par les conseillers municipaux parce que ce sont des questions sans débat et puisqu'on demande que je les lise entièrement, je vais vous les lire entièrement, même quand on me demande pour la 3e, 4e fois la même chose, comme c'est le cas de la 2e question, puisque la 2e question est « Pourriez-vous préciser l'opération qui est envisagée à la Bazoche ?» Alors je recommence, puisqu'on l'a fait au mois de mars. Enfin, je dis quand même à nos collègues que si vous n'avez pas d'idée de question nouvelle, ne vous sentez pas forcément obligé de me reposer la même à chaque fois. Parce que je sais bien que l'art de la répétition, ça fait aussi partie de la pédagogie, mais il y a un moment où je me dis quand même, si je n'ai rien d'autre de nouveau à leur dire, à quoi bon? Mais bon,
c'était pas ça en fait. Ah, c'était pas ça. Bon. Oui. Expliquez-moi alors, parce que je ne sais Bon, pas. alors, oui, merci de la parole, puisqu'il n'y a pas de débat, mais ce ne sera pas un débat, je précise. Ce ne sera pas un débat, mais Bon, comme c'est pas moi qui ai écrit la question, je suis à l'aise pour faire le... vous êtes à l'heure pour nous expliquer ce que vous voulez dire, monsieur Denis? Non, c'est suite je crois que vous avez peut-être des informations nouvelles, parce qu'il y a en tout cas d'une communication qui a été faite aux réunions de quartier concernant le projet qui se mettra en œuvre. La question était celle-là. Le projet, on l'a compris. Est-ce qu'il y a des informations nouvelles sur l'avancée de ce projet? Mais enfin, je suis d'autant plus étonné que Bernard Denis me pose la question, puisqu'il est venu mardi. C'est pour l'entendre en séance publique. Il est venu, ce sont des réunions publiques par-dessus le marché, il est venu mardi dernier à la réunion de Monceau. Je n'ai fait que redire ce que j'ai déjà dit ici au conseil municipal à plusieurs reprises, puisqu'on a débattu de l'objet de la convention avec la SPL Sequano, que dans la convention, il est indiqué les objectifs de la ville. Le rendu doit nous être fourni dans le courant au plus tard, à la fin du mois de juin. Je n'ai redit que ça en réunion publique et Bernard Denis y était. Et donc il revient là et il me redemande... c'est pas de la mauvaise volonté, mais franchement, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, quoi. Non, ce que je veux comprendre, c'est que... Bon, c'est pas un débat, mais ça y ressemble. Bon, alors, exceptionnellement... Oui. Si c'est pour éviter que vous me reposiez la même question la fois d'après, je vais me faire un effort. Non, mais on a vu, en tout cas de ce que m'a dit Bernard Denis, on avait l'impression que le projet avait un petit peu avancé, qu'il était question de faire une première opération sur une partie du secteur, une opération à tiroir finalement avec une partie du secteur qui serait déjà... avec des logements qui seraient construits sur une partie du secteur. Mais tout ça est dans... Mais monsieur Schleck... Oui, mais il n'y a rien de nouveau. Mais monsieur Schleck, enfin, relisez la convention. Elle est passée au conseil municipal, vous en avez eu copie. Relisez la convention d'études avec la SPL Sequano, c'est dedans. Et je n'ai fait que redire une chose, mais je vais le répéter, il y a une question technique. Nous avons toujours dit que nous préférerions une opération tiroir, qui permettrait effectivement de commencer par un bout, peut-être, et après de déplacer les commerçants qu'il faudrait les placer, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas aujourd'hui exactement comment, et puis après, de poursuivre les travaux. On a toujours dit ça depuis le début. Mais la Sequano, dès le départ, nous a dit, ça demande des études techniques poussées, et puis ça se comprend, sur la nature du sol, sur les problèmes techniques dans la partie la plus ancienne. Enfin, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et donc, je vous avais même dit, je crois la dernière fois, que nous avions vu la Sequano pour une réunion intermédiaire, et où l'architecte de la Sequano nous a dit, il semble qu'on pourra préserver les deux bâtiments en question, enfin le bâtiment en question. Mais elle m'a demandé encore un peu de temps pour nous en donner la certitude. Donc j'attends ce retour, et au bout du compte, nous aurons le résultat des études au mois de juin. Donc honnêtement, il n'y a strictement rien de nouveau sous le soleil. Voilà, donc je redis qu'on n'a pas l'intention de démolir tout ça pour y construire du logement social. Comme je l'ai vu sur Facebook et compagnie, je redis que l'objectif principal, c'est bien évidemment de reconstruire des mètres carrés de commerce en centre-ville ou qui soient maîtrisés par la ville pour y installer du commerce de qualité, etc., etc. Je redis la même chose. Et effectivement, il y a du logement au-dessus sur un niveau ou deux, et il y en a en fond de parcelle. Il n'y en aura plus en fond de parcelle, ça c'est une certitude, mais nous aurons une douzaine de logements. Je vous dis une douzaine parce que je ne sais pas si elle sera 10 ou 12 ou 11 ou 13, mais c'est de cet ordre de grandeur-là. Je redis qu'il n'a jamais été question de toucher à la BNP. Je redis qu'on s'alignera au plus haut sur l'immeuble qui doit faire plus 3 plus comble sur la place, et puis de l'autre côté, il y a l'immeuble de la BNP. Enfin, voilà. Franchement, je n'ai fait que redire en réunion de quartier ce que j'ai dit à de multiples reprises ici. Donc, attendons donc d'avoir le rendu de la Sequano au mois de juin, et puis après, on en rediscutera ici. Voilà. Et j'ai redit en réunion de quartier que nous avons engagé les discussions avec la métropole du Grand Paris, dont nous attendons effectivement des subventions et un partenariat, puisqu'elle aide les communes dans le cadre de la préservation du commerce du centre-ville. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux, hein, mais il me semble qu'en vous disant tout cela, je ne vous ai apporté aucune information nouvelle. Donc, de grâce, ne me reposez pas la question lors de la séance du mois de juin. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire que nous sommes arrivés au bout de l'ordre du jour et que la prochaine séance est prévue le 24 juin, lundi 24 juin, et nous examinerons le compte administratif pour l'année
2023 et bien évidemment l'ensemble des délibérations qu'il faut approuver avant le 30 juin de l'année. Voilà mes chers collègues, je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une bonne soirée.